Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Robert Spotlight. Robert Spotlight, Robert Spotlight, Robert Spotlight, Robert Spotlight, Robert Spotlight. NFT Factory, c'est un projet beaucoup plus large, qui ne se résume pas à l'art. 2 ans que je travaille sur la question de la représentation des artistes femmes. J'ai travaillé avec des artistes sur la curation, sur le French Touch. Je suis la cofondatrice de Bauhaus et la NFT Factory. Je suis un artiste slash hacker dans le monde des NFT. Bienvenue dans le show. Bienvenue à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Robert Spotlight et Robert Spotlight. Aujourd'hui, Joséphine. Oui, Joséphine, bienvenue dans le show. Merci pour l'invitation, Robert. Parfait. Joséphine, bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, je suis la fondatrice de la Fungi Gallery, qui est une galerie spécialisée dans les arts numériques et les NFT. Et un peu avant ça, en 2022, j'ai aidé à l'élaboration d'un projet pour la maison de vente aux enchères Fauve Paris. On a fait la première vente de NFT sans support physique en France. C'était en mars 2022. Parfait, nickel. Ton introduction au monde de l'art, en fait, ça se passe comment? Comment je me suis insérée dans le monde de l'art? Oui. Ouais, ça, depuis mon enfance, je dirais, j'ai toujours été assez habituée à visiter des musées, des foires d'art, Art Basel. J'allais souvent dans des galeries d'art. Et donc, j'ai fait une formation en droit et en histoire de l'art pour me rapprocher un peu de ce milieu-là parce que je voulais exercer dans les galeries d'art, dans les maisons de vente aux enchères. C'est ce que j'ai fait en fait durant mon master en management du marché de l'art à l'école de l'EAC. Donc comme ça te dit peut-être rien, mais en gros, c'est pour exercer en galerie, maison de vente. Et c'est ce que j'ai fait dans un premier temps dans une maison où j'étais très proche des objets physiques. Ça pouvait être tout, des peintures, des sculptures, l'art déco, voilà. D'accord, parfait. Et donc, juste après ton année en master, tu intègres directement la maison Fauve, la maison de vente Fauve? Ou alors, c'était pendant. C'était pendant, en fait, pendant mon master. Pendant. Ouais. Ok, parfait. Comment t'es arrivé avec le monde NFT? Comment tu as découvert les NFT? Alors, j'ai découvert les NFT par le biais de la blockchain tout d'abord. Je connaissais ça depuis 2018-2019. J'ai commencé à acheter un peu de crypto et je m'intéressais à la technologie de la blockchain. Du coup, je suivais un peu de près toutes les initiatives qui étaient faites par des startups, des sociétés pour le monde de l'art. Il y avait beaucoup de questions quant à la traçabilité des œuvres d'art, l'authenticité. C'est une question qui revient assez souvent. Dans le monde de l'art, il y a beaucoup de contrefaçons, de faux. Donc voilà, c'était peut-être quelque chose qui pouvait résoudre ces problèmes-là. Et j'ai fait mon mémoire dessus, en fait. J'ai traité ces questions-là. Donc, à la base, c'était la blockchain qui m'intéressait. Mais entre-temps, du coup, il y a eu l'apparition... les NFT sont apparus se sont démocratisés plutôt vers 2021 avec la vente de Beeple. Et j'ai pu, du coup, l'insérer dans mon mémoire et puis les intégrer. D'accord, ok. Donc, en fait, à la base, tu fais un master de l'art à l'EAC. Tu as pour mémoire, en fait, le sujet, en gros, de trouver les nouvelles technologies qui peuvent résoudre tout ce qui est contrefaçon dans le monde de l'art. C'est comme ça que tu viens sur les NFT. Et exactement. À partir de là, qu'est-ce que tu fais? Et à partir de là, du coup, je décide de créer une petite page sur Instagram qui s'appelle la Fungi Gallery. Donc, à la base, c'est plus pour montrer un peu mes coups de cœur dans les NFT, montrer quel artiste numérique qui sont déjà, qui travaillent dans ce domaine-là depuis de nombreuses années, est-ce qu'ils font des NFT? Dans ce cas-là, je les mettais en avant.
Et je faisais aussi beaucoup de relais d'actu sur le monde de l'art et les NFT. Ça, c'est la première étape que je continue à alimenter ce compte-là. Mais je vais fonder ma galerie du coup en 2023. D'accord, ok, parfait. On va revenir sur, on va passer sur la galerie juste après, mais juste avant, je veux parler de donc la transition. Donc, tu es en master, tu fais ton mémoire, tu découvres que la techno NFT, elle peut répondre à la problématique, une grosse problématique du monde de l'art. Ensuite, comment tu arrives chez la maison de vente Fauve? Alors, comment j'arrive chez Fauve Paris? Tout d'abord, par le biais en fait de mon compte, où justement Lucie Éléonore Rivron, qui est CEO de la NFT Factory et présidente de Fauve Paris, du coup s'intéressait à mon travail de recherche. Et on a décidé ensemble de collaborer pour créer la première vente de NFT en France. Donc, elle voyait que je collectionnais déjà des NFT, que j'en avais déjà vendu. Et voilà, que j'étais prête à faire la curation de cette vente. D'accord, parfait. Tu as, au niveau de la maison Fauve, donc la première vente numérique dans une maison de vente, c'est ça, hein? Oui, exactement. C'est quelle pièce qui a été vendue? Alors, on avait du premier marché et du second marché. Donc, on avait des gros OG, des original gangsta, comme Akatao, Pac, Beeple. Et après, on avait tout ce qui était premier marché. Donc là, c'était plutôt des artistes émergents de la scène crypto-art, en fait. Donc là, on avait beaucoup d'artistes. Il y avait 50 lots au total. Ok, donc ça fait un beau lot. Et du coup, tout a été sold out? Enfin, tout a été vendu? On a vendu 2/3 des lots sur la vente, donc ce qui est très, très bien. D'accord. Et donc, j'imagine que en termes commercial, enfin, pas commercial, mais en termes de communication, c'est quelque chose qui a beaucoup parlé, ça a dû être relayé dans la presse. L'après, en fait, justement, après cet événement, est-ce que tu as ressenti, en fait, qu'il y a des personnes nouvelles qui voulaient te découvrir? Ouais, effectivement, il y a eu de nouveaux adhérents après ça. Ça a créé beaucoup d'euphorie. En fait, il y avait énormément de personnes en salle. Il y a eu beaucoup de communication autour de ça. Et juste après, du coup, il y a eu des collectionneurs d'art dits traditionnels qui sont venus nous voir en disant j'aimerais créer aussi mon wallet et puis acheter des NFT. Donc, on a réussi à créer une passerelle entre ces deux mondes. Après, il faut savoir qu'ils sont plutôt minoritaires, mais il y en a eu quand même beaucoup. On a fait des ateliers d'initiation, par exemple, où là, on consacrait une journée entière pour aider à comprendre l'enjeu des NFT, créer les wallets avec eux. Et par exemple, en une journée, j'ai créé 10 wallets. Donc ça, c'était des nouveaux entrants, quoi. D'accord, donc tu aidais en fait à l'onboarding de nouvelles personnes en fait à la blockchain. Exactement, et la technologie NFT. Ouais, pour nous, c'était super important de faire de la pédagogie et puis vraiment de les accompagner de A à Z. Et puis finalement, ils se rendent compte que c'est pas si compliqué que ça d'acheter des NFT, de créer un wallet. Et puis et voilà, non, ça reste simple, mais il faut toujours quelqu'un qui nous accompagne, qui nous parraine, entre guillemets. On se souvient un peu tous des premières personnes qui nous ont parlé de la crypto, de la blockchain. Et il faut quand même un tiers de confiance pour les amener vers là, parce que ça ne se fait pas naturellement. Oui, c'est sûr. Bon, ça avance, hein, donc ça devient de plus en plus simple. Il y a de plus en plus d'outils, il y a de plus en plus de builders en fait qui sont dans l'espace et qui créent en fait des outils. Mais c'est vrai que pour toutes les personnes qui n'avaient jamais entendu parler de MetaMask, comme ça, comprendre c'est quoi MetaMask, une seed phrase, etc.
s'il n'y a pas une personne qui peut aider en fait à l'introduction dans ce monde-là, c'est vrai que ça peut être ça peut freiner pas mal de gens. Ouais, et puis de voir une figure, une institution qui accompagne, c'est réconfortant. Enfin, c'est rassurant, je trouve. D'accord, parfait. Pour Fauve, tu faisais aussi de la curation? Ouais. On s'est réparti la curation avec Lucie et Léonore. Et du coup, voilà, on faisait toute la sélection ensemble en fonction de plusieurs critères. Donc voilà, on a réuni 50 artistes au total. D'accord. En termes de curation, qu'est-ce que tu pourrais dire pour une personne qui aimerait devenir curateur ou curatrice? En gros, Pardon? En gros, si imaginons qu'une personne souhaite devenir curateur ou curatrice, quelles seraient Ouais. tes bonnes pratiques que tu aimerais transmettre à cette personne? Alors, je dirais. Enfin, je vais répondre pour moi, hein, comment je fais pour ma Ah, sélection. bien sûr, bien sûr. En fait, bon, ça fait déjà 2 ans que je travaille là-dessus. C'est un travail de recherche au quotidien, en fait. C'est suivre des comptes des institutions qui proposent déjà des curations. Moi, je suis beaucoup. Il y a Brauhaus que vous avez interviewé déjà. J'aime bien aussi Cadaf Art. Il y a aussi Institut Co, qui est Unity London aussi. Des Central Art Pavilion aussi. Donc ça, c'était un peu l'événement annexe de la Biennale de Venise, mais version NFT. Donc ça, c'est toujours des très bonnes curations. On peut avoir quelques artistes comme ça. Autrement, c'est du réseau. Ça peut être aussi des open calls sur Twitter. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec les filles. Girl Revolution. Girls Revolution, avec Annelise, Jessica. Il y a aussi Marie-Odile Fallet qui est influenceuse sculpture. Et Léa qui est aussi qui est historienne de l'art spécialisée dans les NFT. Donc voilà, chacune, on cherche de notre côté et puis on constitue une petite collection. Donc là, ça passait par l'open call. On a eu vraiment de demandes, on a eu plus de 400 demandes. Et sinon, c'est de la recherche au quotidien. Et moi, personnellement, comment je fais? Souvent, c'est des artistes numériques qui exercent depuis de longues années, mais qui ne se sont pas encore mis au NFT. Donc moi, mon but, c'est de les accompagner et puis de leur dire, voilà, il y a un marché que tu pourrais prendre. Le marché des NFT, c'est assez florissant. Puis tu pourrais t'épanouir là-dedans. Donc, je les convainc. Et puis, comme ça, on a de nouveaux artistes aussi sur le marché. Et puis, avec des pratiques artistiques qui ne ressemblent pas forcément à ce qu'on a l'habitude de voir dans les NFT. D'accord. Donc, il y a une double opportunité finalement. C'est opportunité pour l'artiste en fait d'avoir une nouvelle source de distribution et pour le marché en fait pour en fait être confronté avec des nouveaux types d'œuvres. Ouais, exactement. Ouais, de nouvelles esthétiques, même puis ça crée de nouvelles tendances aussi. Donc, c'est bien d'avoir une pluralité de types d'art dans les NFT et de pas que se cantonner à quelque chose qui va être un peu plus geek, trash, ou du code. Enfin là, moi, j'intègre de l'art vidéo, par exemple, ce qui n'est pas très répandu. Il y a Marine Véo qui faisait de l'art vidéo, par exemple, que vous avez déjà interviewé. Oui. Ça peut être ça, ça peut être du design 3D. Ouais, ça peut être du design 3D, ça peut être de l'illustration, de l'animation 3D. Voilà. D'accord, parfait. Donc du coup, donc le conseil que tu donnerais, c'est donc regarder en fait les autres plateformes de curation, faire appel à son réseau, des open calls et ensuite de rechercher au quotidien des artistes numériques qui ne sont pas encore intégrés au monde NFT.
Ouais, exactement. D'accord. Pour la dernière partie, donc quand tu recherches en fait des artistes numériques qui ne sont pas encore dans mon NFT, est-ce que tu peux détailler un peu plus ton process et également parler potentiellement des objections, les principales objections qui te reviennent Ouais. Quand tu contactes ces personnes-là? Ouais, ben, merci pour cette question parce que c'est un point qui revient assez souvent. Alors déjà, pour trouver les artistes, moi, je m'appuie un peu sur mes cours d'art numérique que j'avais à l'école, par exemple. Je regarde des grandes figures qui sont exposées dans des institutions muséales. Et donc, j'ai ma petite liste et puis je regarde un par un s'ils créent des NFT. Ça peut être ça peut être aussi des étudiants en école d'art qui sortent d'école, qui n'ont pas encore d'agent artistique ou pas de galerie. Et puis là, il y en a vraiment pléthore. Hein. Il y a, par exemple, l'école des Gobelins à Paris, il y a l'ECAL à Lausanne. J'aime bien regarder de ce côté-là, ils font des vidéos exceptionnelles. Donc voilà, je regarde plutôt du côté des écoles. Et ensuite, oui, je regarde ce qui se fait aussi dans les musées et dans les galeries d'art. Il y a pas mal de centres, des centres d'art numérique, comme le Frénois. Il y a le Cube aussi, qui est très intéressant. En plein cœur de Paris, pardon, il y a la Gaîté Lyrique. D'accord. Il y avait Sabrina Raté qui était exposée. Voilà, donc ces artistes-là font de l'art numérique, mais ils ne font pas nécessairement des NFT. Et mon but, moi, dans ma galerie, c'est de les amener vers ça. Parfait. Et du coup, quand tu Et donc les barrières, pardon, j'ai pas répondu à ta question. T'inquiète pas, c'est mon rôle Concernant les barrières, ce qui revient le plus, en fait, c'est les barrières techniques. Je ne comprends pas la blockchain, je ne comprends pas ce que c'est, enfin, comment ça se matérialise un NFT. Est-ce qu'on va devoir faire du code? Ils pensent qu'il faut être ingénieur informatique pour créer un NFT, alors que sur OpenSea, ça reste très accessible. Donc là, il y a les barrières un peu techniques, je dirais. Acheter des cryptos, tout ça, ça fait un peu peur parce que ça mêle différentes compétences. Ils pensent qu'il faut avoir un profil un peu aussi, hein. Alors que non, pas nécessairement. Il ne faut pas forcément acheter des cryptos pour créer des NFT. Ce qui est intéressant, simplement, c'est de s'intéresser à la finance, de s'intéresser à la crypto pour comprendre son marché, pour savoir à quel prix je vais commencer ma collection. Est-ce que c'est le moment opportun pour lancer ma première collection en fonction des dynamiques de marché? Voilà, c'est important de s'y intéresser, tout du moins. Ça leur fait un peu peur. Mais bon, je suis là pour leur expliquer aussi. Et voilà, en fait, c'est rempli d'a priori, je pense, a priori technique et puis un peu sociologique. D'accord, ok. Donc, a priori technique, sociologique. Donc, technique, on a un peu abordé avant avec le côté, si plus ou moins il n'y a pas quelqu'un qui nous tient la main, ça peut être un peu effrayant, cette nouvelle sphère. Le côté sociologique, je vais creuser un petit peu. Et il n'y a pas de crainte également, mais ça, c'est peut-être un peu plus loin pour les personnes qui sont un peu plus convaincues déjà, qui ont moins d'a priori peut-être, de crainte de ne pas vendre, en fait. Ouais, carrément, la crainte de ne pas vendre, elle est existante. Déjà parce que l'artiste doit se mettre dans la peau d'un entrepreneur aussi. Ça va être son propre community manager, et après c'est sa propre communication sur Twitter, sur Discord. Discord, ils n'ont pas vraiment l'habitude, c'est plus un outil Web3. En fait, ils doivent s'adapter aussi au marché des NFT et à sa communauté. Donc, oui, l'artiste devient entrepreneur, donc ça
c'est le principe de la blockchain, quoi. C'est sans intermédiaire. Donc, on ne profite pas des avantages des galeries d'art qui, normalement, accompagnent et font la promotion du travail de l'artiste. Donc, ça peut être un frein chez certains, parce que tous n'ont pas cette capacité-là. Ou alors, ils peuvent le développer au fur et à mesure, mais c'est pas forcément inné. Et oui, côté sociologique, on va dire que les gens pensent qu'il doit y avoir, qu'on doit être un financier. Donc, ça revient beaucoup. La peur d'acheter des cryptos, de se mettre un peu là-dedans. Ah, d'accord. En fait, pardon, parce qu'en fait, j'allais revenir justement sur l'aspect sociologique, parce qu'il y a des trucs que je devais gérer au back-end, il y a des petits soucis, mais ça ne te concerne pas. Et du coup, en fait, l'aspect financier, c'est plus le côté de moi, j'ai jamais acheté de crypto. Ce monde-là, il fonctionne avec les cryptos. Ouais. Comment je fais pour en acheter, quoi? Je ne sais pas de quoi on parle. C'est ça, en fait? Oui, c'est ça. Il pense qu'il faut avoir un profil financier, tout dans la finance, tout dans les cryptos. Alors que non, il suffit globalement de s'y intéresser de près ou de loin, mais et pas forcément d'être un investisseur. C'est pas le but pour les artistes. Ok. Parfait. Donc, du coup, c'est les trois, plus ou moins, les grosses thématiques qui te reviennent en termes d'objection. Donc, il y a l'aspect technologique. Ouais. Donc, il faut que je sois, plus ou moins, comme Marine avait dit, il n'y a pas besoin d'être un geek, en gros. Ensuite, il y a le côté sociologique, donc limite être trader. Il pense qu'il faut être trader pour acheter de la crypto. Et le dernier, c'était... Alors, j'ai un trou. Le dernier, c'est... Non, peut-être la vente. C'est de ne pas vendre. Ah oui, c'est ça, d'être plutôt... avoir un profil entrepreneur, artiste-entrepreneur, en fait. D'accord. Okay. Ouais, d'être un businessman ou businesswoman. Ok, parfait. J'ai juste affiché un petit commentaire qui vient de LinkedIn. Donc, Géraud Lamazer, pardon. Interview très intéressante. Donc, merci à toi pour le commentaire et l'engagement. Merci, Géraud. Voilà. Donc, on continue l'interview. Donc, parfait. Donc, là, en gros, je te posais des questions sur le rôle de curatrice. On va rester un petit peu sur ce rôle-là et on va faire la transition avec le travail que tu as fait avec Girls Revolution. Donc, Annelise, Stern et puis Jessie Jen. C'est pas encore sorti, donc le catalogue de 200 artistes femmes n'est pas encore sorti, donc je crois que c'est pour le 24, c'est ça? Ou le 14? C'est le 14, c'est lundi prochain. Le 14 novembre, voilà, dans quelques jours. Ouais, c'est lundi prochain. Dans 5 jours. Ok. Donc, sans link d'informations qui ne sont pas encore disponibles, qu'est-ce que tu peux évoquer de ton intervention, en fait, dans cette curation? Alors, dans cette curation, du coup, on avait un objectif commun, c'était de rassembler chacune 20 artistes françaises ou internationales, des artistes femmes, bien évidemment, parce que c'est axé là-dessus. Et donc, en fait, d'écrire des textes sur elles, voilà, faire un travail d'écriture. Et ensuite, donc on met en avant leur travail, l'artiste, on met en avant des œuvres qu'elles n'ont pas mintées. Le but, c'est de mettre un coup de projecteur sur ce qui n'a pas été vendu encore. Donc voilà pour la partie curation. Et on a aussi toute une introduction qui traite en fait des questions des femmes dans les NFT, que ça soit des entrepreneuses ou des artistes. Du coup, on se penche un peu sur pourquoi il y a si peu de femmes dans les NFT, pourquoi il y a si peu d'artistes femmes. Donc voilà, on a quelquefois des approches plutôt sociologiques. Ou alors on donne notre propre point de vue. Donc ça, c'est en intro. Et il y a aussi beaucoup de stats en intro sur le nombre de femmes qu'il y a dans les panels de talks, de conférences, combien de femmes il y a dans certaines curations.
Et le but, c'est pas de viser quelqu'un ou de dire bah, vous n'avez pas intégré à cette femme. Non, le but, c'est juste de montrer qu'il y a peu d'artistes femmes qui sont mises en avant. Et nous, en fait, en faisant un catalogue où il y a 100 artistes femmes, le but, c'est, voilà, on vous donne ça, on vous le sert sur un plateau et servez-vous. Il y a tellement d'artistes talentueuses, on les met en avant et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà. D'accord. Le but, c'est de montrer qu'il y en a. Parce que là, ce qu'on nous a beaucoup dit, c'est ah oui, j'aimerais bien acheter des NFT d'artistes femmes, mais en même temps, j'en trouve pas. Et nous, on fait le travail de recherche, on fait des open calls et on en trouve et on vous les montre. Voilà, donc achetez leurs œuvres. Parfait. Ça, c'est la première partie. Première partie catalogue et après, il y aura une exposition physique dans Paris. Ah, d'accord, ok, parfait. C'est ça le but aussi. Ok, j'étais pas au courant de cette partie-là. Donc, ok. Donc, c'est en 2 étapes et puis après, ça permet justement de fédérer une sorte de petite communauté autour et puis d'aller de l'avant et puis de donner un coup de projecteur sur le panel des 100 artistes femmes que vous avez pu sélectionner. Exactement, ouais. Ok, parfait. Donc, il y a l'état des lieux. Et vous, en fait, vous arrivez avec cette curation comme un outil pour répondre en fait à l'état des lieux. Exactement. Ouais, on a vu qu'il y avait de la demande, des gens qui ne trouvaient pas, et nous, en tant que curatrice, c'est de faire un travail de recherche. On répond à la demande là. D'accord. Et cette demande, elle venait de qui? Elle venait des collectionneurs et des collectionneuses, principalement. Et voilà, qui n'arrivaient pas à trouver d'artistes femmes. Et puis la demande aussi, elle venait aussi des femmes, je pense. De se dire, c'est bizarre, dans les panels, on voit que 20 ou 30% de femmes, des fois 10%. Puis on se dit qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui prennent des initiatives dans le Web3. Il y a beaucoup de femmes qui créent des sociétés. Après, en nombre, je ne sais pas s'il y a autant de femmes que d'hommes, mais on veut mettre en avant ces stats-là pour montrer aux autres, donner aussi l'exemple pour les femmes. Oui, c'est possible, elles y sont, donc pourquoi pas nous et si on développait notre entreprise aussi. C'est plus donner un modèle, en fait. Ok, parfait. Donc, j'imagine, donc là, encore une fois, si tu ne souhaites, si en tous les cas, tu n'es pas à l'aise à répondre à cette question, il n'y a pas de souci, on passe au prochain sujet. J'imagine, en gros, que c'est édition numéro 1, il y aura une édition numéro 2, et en gros, on peut l'imaginer comme, en fait, c'est juste le démarrage, en fait, de quelque chose où il y aura plusieurs tomes. Ouais, alors, du coup, c'est vraiment le projet de Girls Revolution. Moi, je suis invitée en tant que curatrice dans ce premier catalogue. Ouais. Donc, de ce que j'ai compris, il y aura plusieurs éditions. Voilà. Je ne peux pas trop parler à leur place parce que c'est leur projet, mais… ça a du sens, Je poserai la question à Jessie. Donc, à la fin du mois, j'ai une interview avec elle également. Donc, Fungi Gallery. Donc, c'est ta galerie. Qu'est-ce que tu peux… qu'est-ce qu'on peut dire de ta galerie? Donc, tu vas la lancer en 2023. Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Alors, du coup, en gros, c'est une galerie spécialisée en art numérique et dans les NFT. Moi, c'est de montrer des médiums assez alternatifs d'artistes, soit qui sont émergents, de la scène crypto, soit des artistes qui sont plutôt reconnus du marché de l'art, c'est-à-dire des artistes qui exposent déjà dans des musées, dans des institutions, celles que j'ai énumérées tout à l'heure. Et donc, c'est de créer des expositions et forcément faire des ventes.
Donc, il y aura des expos dans le métaverse avec des ventes en ligne et des expos à Paris, donc in situ, où je louerai donc, des locaux pour l'occasion, avec toujours des ventes en ligne. Donc, le principe, en fait, pour acheter les NFT, c'est je vais avoir un site web qui est en cours de préparation. C'est pour ça que j'ai annoncé le lancement en 2023 pour que je puisse avoir le temps de le créer. Et donc, sur ce site web, le but, c'est qu'il y ait les présentations d'artistes, ce qu'ils ont fait dans le monde de l'art, c'est quoi leurs points forts, où est-ce qu'ils ont déjà été représentés en institution ou pas, quelle école ils ont fait. Je veux que ça soit quelque chose d'assez clair, une présentation claire et simple pour les mettre en avant. Et ensuite, donc, il y aura un lien de redirection vers les marketplaces. D'accord. Où je serai principalement sur OpenSea ou Object, sur Tezos. Ok, d'accord, très bien. Donc, Ethereum et Tezos. Aujourd'hui, en fait, dans le travail d'une galerie, qu'elle soit physique ou virtuelle, donc là, toi, tu vas faire un hybride, hein, donc il y aura du in situ et du virtuel. Est-ce que tu identifies un manque sur le marché? C'est-à-dire quelque chose que, de ton point de vue, après, bon, encore une fois, si tu n'es pas à l'aise à répondre, enfin, tu me dis, hein, et moi, je change de question. Si, c'est bon. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, est-ce que tu identifies, en fait, une opportunité? Quelque chose que toi, tu te dis, OK, il y a des galeries qui ne le font pas. Moi, je vois, en fait, qu'il y a potentiellement une demande, en tous les cas, quelque chose qui peut être rajouté, une valeur ajoutée qui n'existe pas sur le marché. Et justement, est-ce que toi, tu as identifié quelque chose dans cet ordre-là? Ouais, moi, j'ai identifié une demande assez générale que je constate autour de moi. C'est que pour des particuliers, en tant qu'acheteur, on ne sait pas quoi acheter sur le marché des NFT. Il y a tellement de demandes, c'est tellement vaste, c'est diversifié. On se perd un peu sur OpenSea, c'est une mer, c'est un océan de NFT. Il y a tellement d'artistes. Et moi, très personnellement, je me suis trouvée dans ce cas-là. Je ne savais pas quoi acheter. C'est pour ça que j'ai revu un peu mes cours d'art numérique, que je suis allée m'informer. Et le principe du coup de la galerie, c'est de montrer des artistes vraiment talentueux, du travail de qualité. C'est ça qui est important. Et moi, avec mon background en histoire de l'art, par exemple, où j'ai une certaine connaissance du marché de l'art, mais aussi du marché des NFT, donc, ce qui est assez complémentaire pour avoir une curation vraiment de qualité. Et je fais ce travail de recherche qui est vraiment attendu par les acheteurs parce qu'ils ne savent pas quoi acheter. On a toujours besoin d'un référent et moi, je ne l'ai pas trouvé sur le marché. Je n'avais pas d'institution. Je faisais confiance et je suis là pour ça, en fait, pour montrer une curation d'artistes qu'on voit déjà sur le marché des NFT et d'autres qui seront nouveaux. Parce que c'est là où j'interviens, c'est pour les intégrer dedans. Donc, il y aura une certaine exclusivité sur les œuvres. D'accord, ok. Et donc, du coup, la manière dont toi, tu souhaites répondre en fait à cette problématique, c'est en amenant une curation ou est-ce qu'il y a… donc, en gros, ma vision à moi en tant que collectionneur, c'est de dire, s'il y a une curation, finalement, c'est que je n'ai même pas à te donner d'input sur ce que j'aimerais, etc. C'est que tu me présentes quelque chose, en gros, c'est clé en main. Est-ce que c'est forcément clé en main ou est-ce qu'il y a également une approche sur mesure? C'est-à-dire, moi, je suis un collectionneur, je viens te voir et je dis, ben voilà, je suis un peu perdu, est-ce que tu peux m'aider? Il y a une discussion qui démarre où tu me demandes, en fait, potentiellement, qu'est-ce que tu aimes, etc. Est-ce qu'il y a également du sur-mesure? Oui, exactement. Du coup, c'est un peu le deuxième pan de mon activité. Je ne l'ai pas précisé, mais je fais des formations, du coup. Je fais une formation, du coup, ça peut être très personnel, du sur-mesure, et puis je réponds aux questions des collectionneurs. Alors, ça peut être des collectionneurs d'art traditionnel, mais ça peut aussi être déjà des collectionneurs de NFT.
qui ont une collection, mais voilà, ils ne savent pas forcément quoi acheter. Et je suis là pour leur dire, tiens, tel artiste, j'ai confiance en son travail, je pense que c'est un travail de qualité et que si on met tout en œuvre et que sa communication est bonne, je pense qu'il va percer. Donc, je vais les réorienter plutôt de ce côté-là. Et ensuite, j'ai une formation qui s'adresse plutôt aux artistes. Donc là, où je les accompagne de A à Z. C'est une formation que je fais avec Caroline Sherman, qui est juriste spécialisée en droit d'auteur et qui est conventionnée par Calliope, l'AFDAS. C'est des centres de formation où ils donnent un tampon, vous pouvez exercer. Et donc là, on s'adresse aux artistes. Les artistes, ils ont un crédit de 5 000 € par an quand ils sont affiliés à l'AFDAS ou Calliope ou à la Maison des artistes. Et donc, s'ils ont fait un chiffre d'affaires supérieur à 9 000 € par an, eh ben, ils ont droit à ces 5 000 € de formation. Donc, ils peuvent servir et puis voilà, choisir la formation qu'ils veulent, soit en business, soit en communication, mais il y a aussi nos formations, donc marché de l'art et NFT que je fais avec Caroline. D'accord. Donc, est-ce que c'est la masterclass et workshop culture? Exactement. Ok. Parfait. Exactement. On va en parler juste après. Donc, je ne vais pas faire tout de suite la transition sur cette formation, mais donc sur l'approche sur mesure. Donc, tu t'adresses en fait aux collectionneurs et tu t'adresses également aux artistes. Donc, collectionneurs. Donc là, c'est plus une approche de moi, je veux en fait potentiellement soit j'aime le monde de l'art ou peut-être c'est d'autres besoins, c'est d'autres recherches. Quels sont les conseils, plus ou moins, pas par défaut, mais un peu génériques que tu pourrais donner en fait à un collectionneur? À ceux qui veulent collectionner pour débuter la collection. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas, par exemple, en termes de sélection d'artistes, de technique. Peu importe, en fait, c'est vraiment toi, en gros. Donc, imaginons, en fait, si on fait un petit jeu de rôle, en gros, moi, je suis un collectionneur qui vient te voir pour faire recours à tes services, donc Fungi Gallery. Et en gros, on a une petite discussion. En gros, sans vraiment connaître mon background ou ce que je cherche, etc., est-ce que tu as plus ou moins des sortes de bonnes pratiques que tu peux communiquer? Ok, d'accord. Ouais, dans le sens de bonne pratique, ça va être vraiment s'informer sur le marché en général, sur la dynamique de marché. Déjà, je pense que s'il n'est pas sur Twitter, il faut se mettre sur Twitter parce que c'est là où tout se passe. S'il veut suivre des projets, il faudra plutôt se diriger vers Discord pour pas se lancer un peu dans le vide et qui ne connaîtrait pas. Surtout, c'est important le fameux Dior, do your own research, fais tes propres recherches et regarde qui sont les lanceurs du projet, regarde si le projet il est sérieux, est-ce qu'ils ont une roadmap, est-ce que c'est du bullshit ou pas. Tout ça, on peut s'informer sur Discord ou sur Twitter. Donc, en fait, je pense que c'est bien de s'intéresser au projet de cette façon-là sur les réseaux. Et c'est bien aussi de s'insérer dans une communauté, dans la communauté Web3 qui se trouve encore une fois sur Twitter. Comme ça, on peut poser ses questions. Il n'y a pas vraiment d'a priori. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entraide aussi dans ce milieu-là. Donc voilà, se rapprocher des réseaux sociaux. Et après, s'il veut collectionner, qui ne sait pas quoi acheter, c'est encore une fois se rapprocher des curateurs qui font le travail de recherche. Et puis aussi, surtout, d'acheter ce qui lui fait plaisir, quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter dans les galeries d'art, qui seront peut-être un peu trop conceptuelles, difficiles à aborder.
Il y a des esthétiques qu'on ne retrouverait pas dans les galeries d'art. Par exemple, dans les NFT, il n'y a pas de censure, en fait. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas l'humain derrière ou des institutions centrales qui diraient non, ça ne convient pas à une galerie. Là, on voit de tout, en fait. On voit du trash art, du code, de l'art génératif, des fois des nus. Il y a beaucoup de choses. Il y a une nouvelle esthétique qui se dégage, il y a une nouvelle tendance. Et c'est bien aussi d'acheter selon ses propres goûts, d'acheter ce qu'on aime, en fait. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner. On peut penser à investissement, évidemment, mais d'abord, il faut acheter ce qu'on aime. Comme ça, on ne regrette jamais, quoi. On l'a et puis on ne regrette pas. C'est sûr. OK, parfait. Et du coup, sur le OpenSea, donc Ethereum et Object Tezos, donc ça, c'est ce que tu préconises par défaut. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais préconiser ou c'est vraiment, en gros, figé de cette manière-là? Moi, mon activité, elle va s'inscrire là-dessus parce que c'est les plus généralistes et les plus fiables. Après, pour un collectionneur, je conseillerais d'aller plutôt sur des plateformes qui privilégient les éditions 1 sur 1. Moi, j'aime bien les éditions 1 sur 1. C'est un peu comme dans le monde de l'art traditionnel. On veut des œuvres uniques, donc pour ça, il y a Super Art. En marketplace qualitative, il y a Async Art aussi, plus branché art génératif et musique. J'aime bien Foundation aussi. Il y a de très belles choses là-dessus. Et autrement, il y a Quantum aussi, que j'aime bien. D'accord. Okay. Juste avant de passer sur les artistes, donc sujet chaud du moment, OpenSea, 0% de royalties, potentiellement. Toi, ton avis pour, contre, et la température en fait des artistes que tu peux accompagner aujourd'hui. Ouais. Pour ou contre, ça va être un grand contre. Non, mais c'est pas vraiment ce qu'on nous avait promis à la base, en fait. La révolution de l'art numérique, ça englobe aussi le fait que les artistes soient indépendants et qu'ils puissent aussi vivre de leur travail. Donc, pour moi, les royalties, c'était une des manières de soutenir les artistes, en tout cas qu'ils aient une rémunération. Ça, je trouvais que c'était un point très, très important. Voilà, le fait je ne comprends pas vraiment la position de certaines marketplaces qui décident de les supprimer, ou alors ils n'ont pas compris le concept à la base, je ne sais pas. Après, il faut savoir que les royalties, ça a été mis en place en 2018 par Super Art. Et en fait, dans le comité de sélection, il y avait... c'était une conférence qui me revient, une artiste et aussi entrepreneuse qui disait elle voulait intégrer les royalties, donner un certain pourcentage à la revente en s'inspirant un peu du modèle à la française qui est le droit de suite. Petit aparté, mais le droit de suite en France, c'est les professionnels du marché de l'art, comme les galeries, des maisons de vente, des courtiers, qui ont l'obligation en fait de reverser un droit de suite, un certain pourcentage par rapport au prix de la vente à l'artiste en cas de revente. Donc, elle s'est inspirée de ce modèle-là. C'est un modèle européen et qui s'est aussi étendu aux États-Unis à la suite. Mais voilà, ça vient de là. Ça vient de Super Art. Et ensuite, les autres marketplaces ont intégré ce modèle-là dans leur business. Mais apparemment, là, c'est la raison principale de ce que j'ai compris, c'est que intégrer les royalties, ça leur fait perdre de l'argent. Je crois que c'est ça. En fait, moi, ma vision, après je peux me tromper, c'est que c'est plus une réaction au marché. C'est-à-dire qu'en gros, il y a de plus en plus de nouvelles marketplaces qui se créent
Et en gros, le talon d'Achille en fait d'OpenSea, en gros, comment ils pouvaient attaquer la position dominante d'OpenSea, c'était en fait d'attirer les collectionneurs en disant, ben, sur OpenSea, seulement il y a des fees, en gros, et puis il y a aussi pour la partie royalties, ben, venez chez nous, on vous supprime cette partie, donc potentiellement pour vous, il y a plus de gains. Donc en gros, moi, ma vision, c'est ça. En gros, c'est des nouvelles marketplaces qui ont utilisé en fait cet argument marketing pour attirer des collectionneurs sur leur plateforme. Et donc, du coup, OpenSea, aujourd'hui, en gros, réagit on est en train de perdre du volume. Si on fait rien, en gros, tout le volume va disparaître et va être, il y a un autre qui va prendre notre place. Donc, il y a cette réaction d'OpenSea. Donc, ça, c'est pour le côté marketplace. Par contre, moi, sur le côté artiste, moi, ce que je me dis, c'est que c'est une bonne chose, en gros, que ce phénomène se passe maintenant pour qu'ils comprennent finalement que ils étaient dépendants, en gros. En gros, si OpenSea en fait une modification et ça les impacte, ça veut dire que d'une certaine manière, il y avait une dépendance. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, moi, de mon point de vue, ce que je pense, c'est que c'est une bonne chose parce que ça peut permettre à certains artistes, en fait, de se rendre plus indépendants vis-à-vis des marketplaces de manière générale. C'est sûr que les marketplaces, en fait, ça attire énormément de trafic. Mais si l'artiste, en fait, si on prend en fait un scénario qui est catastrophique, en gros, toutes les marketplaces appliquent ça par défaut, l'artiste, il est bloqué, quoi. Ouais. Après, je trouvais que c'était une bonne chose que ça suive tout le long de la vie de l'artiste, quoi. Non, mais moi, je suis 100% d'accord avec ça. Ce que je dis, c'est que finalement, c'est que là, l'artiste, en fait, il n'est pas au contrôle de ça à 100% parce qu'au final, il y a un intermédiaire entre lui et bien que ce soit en fait sur la blockchain, etc. En gros, c'est la marketplace qui gère ça. Donc, la marketplace, en fait, a le choix de dire, en fait, oui, je respecte ça ou non, je ne le respecte pas. Ouais. Okay. Ouais. Faudrait que je m'informe un peu sur ce sujet parce qu'il y a vraiment des artistes un peu contradictoires. À quel niveau? Qui disait justement que OpenSea n'allait pas garder le système de royalties, mais je crois que c'est en partie vrai aussi parce que justement, par défaut, il n'y aura pas de royalties, mais si on veut insérer un smart contract avec un code déjà préparé, qui fait déjà consensus au sein de la communauté, on pourra l'intégrer. Je crois que c'est ça le vrai truc. C'est que par défaut, non, il n'y en a plus, mais tu peux l'ajuster comme tu veux. Là, en fait, pour moi, ils sont encore plus ou moins, ils ont fait une première communication et là, en gros, ils prennent la température du marché. Donc, en gros, j'imagine qu'en gros, ils ont des équipes qui monitorent Twitter, le sentiment du marché. Donc, je pense qu'ils ont bien compris que le pulse, il était pas bon. Mais ils se donnent en gros je crois, c'est 8 décembre. En gros, ils ont fait une première communication qui disent qu'ils suggèrent fortement plusieurs options, quoi. Et dans une de ces options, c'est potentiellement, en gros, d'arrêter de honorer les royalties. Ils se donnent, en gros, jusqu'à décembre. Donc, je pense que d'ici là, c'est plus pour se permettre aussi de voir la température du marché, éventuellement de voir des alternatives, etc. Et il y a également quelque chose que moi, je trouve un peu dangereux dans le sens où c'est de la centralisation, en gros. C'est que dans une de leurs communications, en fait, ils disaient qu'ils pourraient en fait faire un système d'Halo List où, en gros, finalement, c'est tu t'appuies sur leur système, mais c'est eux, finalement, qui décident quelle autre marketplace qu'OpenSea pourrait, en gros, fonctionner. Donc, moi, je trouve ça un peu dérangeant. Mais bon, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce sujet de royalties, en gros, c'est un sujet chaud parce que ça fait parler. Bien sûr, et c'est logique parce que pour les artistes, c'est en tous les cas une révolution et c'est quelque chose qui, en gros, leur permet à des artistes en fait de survenir comme ils ne pouvaient pas avant avec cette technologie. Ouais.
Exactement. Et puis, ouais, non, il y a vraiment des artistes qui s'emparent un peu du sujet, qui soutiennent un peu la cause. J'ai vu un tweet passer de Fiocius qui était scandalisé, rendez-nous nos royalties. Mais il y en a plein des artistes comme ça. Donc, Ouais. ça, c'est pas la promesse de base qui a été faite. Et revenir sur ça, enfin, ça peut être fait hein, sur certaines marketplaces, je peux comprendre. Mais bon, après, OpenSea, ils ont des frais qui sont vraiment infimes, quoi. C'est 2,5% à la première vente, donc c'est pas beaucoup. Déjà, le collectionneur, il paye pas beaucoup de frais à la première vente, ni à la seconde vente. Enfin, à la seconde vente, il paierait les frais de royalties, mais ils sont de maximum 10% sur OpenSea, donc c'est pas grand-chose non plus, quoi. Ouais. Ok. Concernant les artistes, donc là on parlait côté, avant on a parlé collectionneur. Concernant les artistes sur la formation, donc je vais peut-être faire un crochet maintenant sur masterclass et workshop culture. Donc j'imagine que celle-là en fait elle est destinée aux artistes. J'avais lu en fait, comment je suis au courant en fait, c'est par LinkedIn. Donc j'imagine donc ça s'adresse à fondations, galeries d'art, fonds de donation, musées, associations et curateurs, c'est ça? Exactement, ouais. Okay. Exactement. Donc, on a différents types de formations en fonction du public. Ah, c'est pas en gros, c'est pas pour tout ce public-là. En gros, il y a le même tronc commun? Non, on a des masterclass qui sont vraiment pour les collectionneurs ou alors pour les musées, les fondations, les fonds de dotation, etc. Mais ça va être... Non, c'est complètement différent. Enfin, si on s'adresse à un artiste, elle, par exemple, donc Caroline Schierman, qui est juriste, elle peut faire des formations sur comment gérer ses droits d'auteur, comment me rémunérer, comment mettre comment profiter de mes droits d'auteur avec le droit de suite, etc. Voilà, comment gérer un contrat. Donc ça, c'est Focus Artist, par exemple. Et après, on a une autre formation parmi, il doit y avoir une dizaine de formations différentes. Il y a aussi une formation marché de l'art et NFT. Et là, alors ça va être soit en distanciel, soit en physique. Il peut y avoir, par exemple, 10 personnes. Et en fait, on a 2 journées qui sont consacrées à l'univers des NFT. Enfin, vraiment, je vais faire l'histoire des NFT, comment se comporte le marché, comment en théorie, voilà, on crée un wallet, voilà, comment ça fonctionne, les questions vraiment de base que se posent les artistes. Et ensuite, 3e journée où on fait un workshop, donc là, beaucoup plus interactif. Et là, on commence vraiment à créer les wallets, on achète un petit peu de crypto pour s'initier à tout ça. Et on crée les premiers NFT et on les aiguille un peu dans la stratégie commerciale qu'ils peuvent avoir sur ce marché. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y a... Elle est là, ouais. Non, excuse-moi, je t'ai interrompu, vas-y, Joséphine. Elle est là pour tout le côté juridique. Donc voilà, dans les NFT, il y a beaucoup de régulation, de réglementation, je veux dire, mais il faut prendre en compte certaines mesures fiscales applicables de base, faire attention à ses droits d'auteur, faire attention à ce qu'on cède. Il y a beaucoup de choses à voir de ce côté-là. Mais ça, c'est son domaine d'expertise. D'accord, ok. Donc ça, c'est le 9 et 11 janvier 2023. Exactement, tout à fait. Parfait. Et donc, du coup, attends, je vais peut-être afficher l'email pour des personnes qui pourraient être intéressées. Je fais ça rapidement. Donc, c'est à destination des artistes qui ne sont pas encore initiés à la blockchain ou Web3, ou d'autres artistes qui ont déjà fait des NFT, mais qui veulent approfondir. Voilà. Et donc, du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées,
c'est pour vous contacter, c'est sur cet email. Et sinon, il y a un post LinkedIn sur la page Masterclass et Workshop Culture. Exactement. Ouais. Voilà. Parfait. Et sinon, pour tout ce qui va être très personnalisé, vraiment du cas par cas, moi, je fais des formations de mon côté aussi. Donc là, il faudrait me contacter plutôt sur mon email de la galerie. D'accord. Là, j'ai pas l'email. Est-ce que tu peux le dicter ou peut-être parler selon ton Twitter, je peux l'écrire dans la discussion. Ouais, ok. C'est parti. Ok. Donc là, il reste 5 minutes. Alors, hop, ok. Donc, je l'affiche également. Donc, ça, c'est... Et à savoir aussi que pour les formations avec Caroline Sherman, c'est gratuit, en fait. Enfin, gratuit si vous répondez aux conditions de l'AVDAS et de Calliope. Ouais. Okay. Donc, vous avez 3 jours de formation intensif gratuit. Alors que normalement, ça peut coûter entre 500 et 1500 euros. Mais là, c'est offert, quoi. Donc, il faut en profiter. D'accord. Okay. Donc, ça, c'est ton email si on veut te contacter pour des formations en direct. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Comme je disais, il reste 4 minutes. Donc, j'ai deux choses à... Donc, premièrement, est-ce qu'il y a un sujet, une question que tu aurais voulu que je te pose ou un truc que tu aurais voulu aborder que je ne t'ai pas donné l'occasion? Alors, je réfléchis. Non, c'était plutôt complet. Ouais, non, ça ne me vient pas comme ça. D'accord, parfait. Donc, du coup, la première chose, c'est passe décisive. Donc, en gros, passe décisive, qu'est-ce que c'est? Je demande à mon invité du jour, donc toi en l'occurrence, quel autre invité tu aimerais voir dans Robert Spotlight et quelle question tu aimerais que je lui pose? Alors, je pense que j'aimerais bien voir Fanny Lacoubé. Okay. Elle a 14 ans d'expérience dans la tech, dans la finance et surtout dans l'art. Elle a cofondé CADAF Art, qui est une foire d'art digital, pardon. Et puis, elle est conseillère en art numérique. Donc, j'aimerais bien que tu le retournes la question de savoir comment elle trouve des artistes pour sa curation. Okay. D'accord. Parfait. C'est noté. Et du coup, dernière question que j'ai pour toi, Joséphine, c'est pour toi, c'est quoi un NFT? Alors, pour moi, un NFT, c'est assez simple. C'est très simplement, c'est quelque chose c'est un jeton, en fait. C'est une preuve de propriété pour un actif numérique. Donc, ça rend unique et rare un actif numérique qui est duplicable à l'infini. Et de ce fait, ça attribue une propriété pour cet actif. Et du coup, par conséquent, ça crée un marché, en fait. Si on arrive à avoir un propriétaire et des collectionneurs, ça crée un marché. Parfait. Merci beaucoup pour ton temps, Joséphine. Donc, c'était Joséphine Louis qui est aujourd'hui à la tête de la galerie Fungi Gallery, donc spécialisée dans l'art numérique, qui était précédemment chez Fauve Paris, qui a travaillé qui a collaboré en fait sur la curation de 100 artistes femmes de Girls Revolution et qui va lancer sa galerie en 2023 et qui a également une masterclass donc le 9 et 11 janvier 2023. Donc, c'était Joséphine. Super. Merci beaucoup, Robert. Merci à toi. C'était une discussion très agréable. Donc, j'ai respecté le temps. Et, merci pour tes questions. C'était parfait. Nickel. Merci à toi de ta présence. Et merci puis, à tous. Sur les réseaux. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao.